On va enchaîner avec l'évolution de notre association. J'ai invité Jean-Louis Subilo à venir me rejoindre ici sur la scène. Édouard peut rester ou peut changer comme vous voulez. Jean-Louis, donc, qui était le pilote de plusieurs sujets, et notamment la question du cercle de qualité. Et à l'aune de ce nouvel exercice pour Euralance, on a souhaité se poser les questions sur comment devaient évoluer nos engagements sur différentes thématiques, sur le cercle de qualité, sur le label, sur les forums thématiques, qui ont eu leurs effets, et on l'a pu le voir notamment, encore une fois, avec les cabanes, par exemple, qui sont un des exemples de ce label et de cet engagement, des forums thématiques, et ça me permet d'avoir un clin d'œil pour Alain Wacheux, qui avait animé le forum énergie et que quelque part nous a accompagnés aussi au cours de ces différentes années. Mais on a souhaité aussi se poser la question, et on a demandé à Jean-Louis de pouvoir organiser ça sur quelles pistes d'évolution on pouvait avoir pour être encore plus en phase avec notre quotidien qui a évolué. Parce qu'au moment où Euralance s'est constitué, il y avait un contexte, c'était l'accompagnement du Louvre, c'était l'arrivée sur notre territoire quelque part d'un événement, mais en même temps comment on pouvait s'organiser pour en tirer profit dans le quotidien, comment la population pouvait s'approprier une telle annonce. On l'a vu, ça a permis aussi de pouvoir mobiliser les réserves à Liévin, de pouvoir avoir des événements festifs, populaires qui sont venus agrémenter notre quotidien. Je remercie Luc Pirala qui nous a fait part aussi que dans son évolution professionnelle, il va quitter professionnellement la région et donc c'est son dernière assemblée générale. Voilà, donc c'est un peu l'assemblée, j'allais dire quelque part de passation, mais en tout cas le remercier et au travers de lui la structure qu'il représente, le Louvre-Lens, parce que ça a été un partenaire depuis toujours. Et donc on a demandé à Jean-Louis de piloter un peu cette réflexion pour pouvoir nous amener des pistes sur lesquelles on aura à se positionner, surtout sur lesquelles on pourra surtout bâtir le Ralance de demain. Et c'est un peu le schéma qu'on lui a tracé, sur lequel je lui demande de pouvoir un peu nous faire cette synthèse. Merci Sylvain. Je ne savais pas que Daniel Percheron serait présent, mais en préparant l'intervention que vous m'aviez demandée avec Gilles, j'avais bien noté que, si vous voulez, le cercle de qualité dont je vais parler d'abord, puis on parlera du label, les deux étant très liés, avant d'évoquer les forums, je crois, par la suite. Le cercle de qualité est vraiment intrinsèquement lié à l'histoire de Ralance. Vous avez un livret qui a été remis sur les chaises qui évoque les 10 ans d'histoire du cercle de qualité. L'association avait été créée, je crois, en janvier, et en juillet de la première réunion de l'Assemblée générale, comme ici, on crée le cercle de qualité. Pourquoi ? C'est parce qu'il y avait, je pense, deux objectifs dans l'idée, et finalement, Daniel Percheron les avait très bien exprimés. J'ai noté ces phrases. Il y a des métropoles qui veulent naître en racontant une histoire, en donnant un sens à la métropolisation. C'est vrai, c'est ce qui s'impose à nous, c'est notre voie. Faire progressivement émerger une culture commune, de la qualité, sur les plans architectural, paysager, urbain, mais aussi dans le domaine social, culturel et plus récemment économique. Donc ça, c'était la base du cercle de qualité. L'idée était vraiment d'ouvrir le territoire sur l'extérieur, de faire confiance à des expertises extérieures de haut niveau, et deuxièmement, vraiment d'avoir avec ces équipes d'experts, eh bien, une possibilité de monter en qualité, de travailler avec les acteurs du territoire. Donc le cercle de qualité à 10 ans, comme toute organisation, il doit se rénover profondément, je pense. Et c'est ce que nous avons évoqué avec les membres du cercle de qualité et avec beaucoup d'acteurs locaux présents, notamment, tout à l'heure, je pense que Jérôme en parlera, parce que Jérôme Darras était à cette séance, mais il y avait l'agence d'urbanisme, la mission bassin minier, des responsables de collectivités. Et on a évoqué avec les experts qui ont été très fidèles pendant toutes ces années, renouvelées 2 à 3 fois. La composition a changé, elle s'était ouverte à des nouvelles disciplines, il y avait moins d'aménagement. Mais on a évoqué avec eux à la fois de faire le bilan du cercle de qualité et surtout d'ouvrir de nouvelles perspectives. Et je pense qu'on a eu une bonne séance
qui est retracé. Vous verrez la synthèse dans le document qui vous est donné et qui est une séance qui était sans concession et assez franche, en discussion entre les acteurs locaux et les experts du cercle de qualité, et toi-même, Sylvain, puisque tu étais venu parler pendant ces débats. Alors, les experts, ils étaient à la fois contents de l'aventure et notant surtout qu'il fallait garder l'aspect transversal. Ce qui est aussi bien pour les acteurs locaux, qui sont membres du cercle de qualité, que les acteurs internationaux, voire étrangers. Chacun s'accordait à dire c'est un lieu qu'on ne rencontre pas ailleurs et où il est intéressant de discuter très librement, de rencontrer les acteurs et de discuter en ayant des cultures différentes. Donc garder cette transversalité. Ils ont tous été conquis par le territoire en réalité. Quand on l'a créé au démarrage, j'ai jamais pensé que les gens viendraient. Or, on a toujours une très bonne participation et ils ont été conquis par le territoire et ils s'en sont fait des ambassadeurs à l'extérieur. Et je pense que ça, c'est à la fois une satisfaction, je pense pour nous tous, de voir qu'ils ont reconnu la qualité du mouvement, de la mise en mouvement du territoire et que deuxièmement, ils l'ont porté à l'extérieur. À tel point, tu l'as rappelé tout à l'heure, que le forum l'atelier projet urbain a été un grand succès et finalement il n'aurait pas existé sans tout ce travail. Il a mis le territoire au premier rang, y compris vis-à-vis du ministère et des grands acteurs. Et aujourd'hui, souvent, Euralance est pris en exemple dans les démarches de labellisation, on en parlera tout à l'heure, ou par rapport à sa réflexion générale, libre, stratégique. Donc, les experts ont aussi été conscients des limites de leur travail. Ils ont exprimé des insatisfactions. J'y reviens parce que c'est ce que j'ai été proposé avec Gilles de corriger à l'avenir en renouvelant assez profondément le cercle de qualité. Ces insatisfactions, c'est d'abord la principale. Je pense que pour eux, c'est la conscience des limites de leur intervention, de leur utilité, dans la mesure où ils auraient aimé travailler davantage avec les acteurs locaux, avec les ingénieries locales, et avoir la possibilité d'accompagner davantage les projets. C'est vrai que souvent, il n'a pas été fait appel à eux, peut-être parce que finalement les collectivités ne savent pas qu'elles peuvent faire appel à eux. Ça, c'est un effort de communication à faire par Euralance et de clarification à l'égard des collectivités. Donc, il y a ce besoin qui a été exprimé finalement des deux côtés par les acteurs locaux, disant finalement, vous n'êtes pas assez présents, et par les experts eux-mêmes. Donc ça, c'est un point très important qu'il faudra, je pense, améliorer. Alors, comme on l'a dit, la nécessité d'un renouvellement s'impose. Moi, je vous ai proposé avec Gilles de renouveler profondément le cercle lui-même, sa composition, pour qu'il affronte les nouveaux défis. Parce que je pense que ça va être encore plus important dans la période qui vient. Il y a besoin d'un surcroît de résilience, c'est un terme qu'on emploie souvent ici. Il y a besoin de plus de prospective et il y a besoin d'aborder de nouveaux thèmes, notamment plus approfondir la transition écologique, plus approfondir aussi la manière dont les nouveaux systèmes productifs vont se mettre en place, que veut dire la notion d'emploi aujourd'hui. Et donc, tous ces points doivent être travaillés et ils doivent avoir des experts qui sont plus spécialistes de ces domaines. Donc, peut-être moins d'architectes aménageurs, ça doit rester très important, mais dans la composition du cercle. Donc, je pense qu'il faudrait à peu près renouveler au moins la moitié du cercle de qualité, à mon sens. Il faut le rajeunir. Il faut garder la pondération entre quelques experts internationaux. Dieter Blaser nous a beaucoup aidé au début sur la labellisation, dont on va parler tout à l'heure, parce que souvent le cercle de qualité a été à l'origine. La labellisation, la chaîne des barques, tout ça, ça est né, ça a été discuté dans notre cercle de qualité. Et il faut garder cette idée sur les nouveaux thèmes qui sont les vôtres maintenant, sur les thèmes stratégiques du PMA et d'Euralance. Ensuite, il faut probablement modifier, une fois rajeuni, une fois une parité bien assurée, une fois de nouvelles compétences entrées, avec plus peut-être de sciences humaines d'ailleurs, eh bien, il faut que sans doute
que les séances soient un peu différentes. Souvent, les experts se sont montrés frustrés de ne pas pouvoir avoir le temps d'aller voir les acteurs, même si on se déplaçait. Je me souviens que on est allé à Béthune, par exemple, ou à Liévin dans les dernières séances, sur la dynamique commerciale. Donc, prendre plus de temps. Mais l'élément majeur, et ça va m'amener tout de suite à la question du label, c'est de pouvoir être davantage impliqué, de davantage aider les acteurs et impliquer dans le processus de labellisation. Les experts qui ont participé au comité d'expertise du label en étaient passionnés, mais ils souhaiteraient pouvoir aller plus loin et qu'ils puissent travailler avec les porteurs de projets. Donc ça, c'est un point très, très fondamental. Et je pense que le cercle de qualité peut être très utile dans la nouvelle période comme outil de réflexif donnant un peu de recul et de distance, mais aussi comme un vivier d'experts exceptionnel et travaillant avec les acteurs locaux, pouvant aider à l'émergence des projets. Donc ça nous amène, à la question du label, sur lequel j'enchaîne. Je crois que Élodie va nous donner les éléments majeurs, pour lesquels je pense vraiment que Rallens, qui est une petite structure, qui doit être économe, la question l'a montré, n'a pas des moyens inconsidérés, la situation est difficile. Il faut vraiment que tous les outils de Rallens travaillent ensemble. Et je pense que dans la nouvelle étape, que ce soit le cercle de qualité, que ce soit le label, que ce soit les forums, doivent avoir des convergences de thèmes annuels et une mutualisation d'expertise, et une mutualisation d'expertise avec les autres outils existants. Je pense à l'agence d'urbanisme, je pense à la mission Bassin-Minier, plus forte que ça n'a été le cas aujourd'hui. Voilà, donc sur le label, c'est dans ce sens qu'on a fait aussi des propositions qui convergent avec cette relance d'un cercle de qualité totalement rénové pour aborder les défis qui sont les vôtres maintenant. Merci beaucoup Jean-Louis. On passe la parole à Élodie, comme ça on fera le groupé sur le label pour ouvrir le débat. Merci Monsieur le Président et merci Jean-Louis pour cette présentation. Pour rappel, les objectifs du dispositif de labellisation défini en 2012 étaient de distinguer des projets dont les qualités environnementales, architecturales, sociales et culturelles devaient contribuer à bâtir l'identité collective d'une métropole durable. Et 3 axes très forts avaient été définis en ce sens-là et ont été répétés au cours des différentes assemblées générales de l'association depuis. Le premier était de faire émerger les initiatives des acteurs du territoire en s'inscrivant dans des démarches nouvelles et mettre en capacité ces acteurs de passer des idées au projet. Le deuxième axe était de susciter une montée en qualité des projets, on l'a vu avec la présentation de Jean-Louis sur le cercle de qualité, en accompagnant les acteurs par des conseils et des appuis méthodologiques pour monter en excellence et atteindre une exemplarité des projets. Le troisième axe était de valoriser ce réseau des initiatives qui mettent en mouvement le territoire et qui contribuent à son développement et à son changement d'image, comme on l'a vu lors des événements d'Odyssée l'année dernière. Donc, depuis sa création en 2012, 7 vagues de labellisation ont eu lieu, 130 candidatures de projets ont été enregistrées et 60 ont été labellisées. Ils présentent une très grande diversité de taille, de nature, et ils sont assez bien répartis sur le territoire du pôle métropolitain de l'Artois et même autour. Aujourd'hui, il est légitime de s'interroger sur la poursuite du processus de labellisation dans les années à venir, et si, Monsieur le Président, vous le souhaitez notamment, des nécessaires adaptations qu'il faudrait mettre en place pour tenir en compte d'une part de l'évolution du contexte territorial et d'autre part des critiques émises sur le dispositif actuel. En effet, depuis 2009, l'association a mené un travail de bilan de ce dispositif, notamment avec les équipes d'une fabrique de la ville AMO de Rallens et aussi avec la collaboration de Cyril Blondel, un chercheur à l'Université du Luxembourg. Elle s'est engagée, donc ce travail de bilan s'est engagé par une séance collaborative avec l'organisation du Parlement intempestif du label en 2019, qui avait permis de poser à plat les objectifs initiaux et de les confronter aux attentes des porteurs de projets et des partenaires du territoire. Et cette évaluation s'est poursuivie également lors de la séance du cercle de qualité en février dernier, dont Jean-Louis vient de faire la présentation notamment.
Ces instances ont bien permis de montrer l'importance du dispositif pour le territoire et l'attrait qu'il rencontre encore aujourd'hui. Et elles nous ont permis aussi de dessiner des esquisses d'amélioration que nous proposons de renouveler ainsi. Donc le label Euralance serait renouvelé et relancé pour une durée déterminée, qui est encore à définir plus précisément. Il viserait à labelliser un nombre limité de projets, puisqu'on l'a vu notamment avec la carto qui était présentée précédemment, qu'on a un nombre très très important de projets qui sont accompagnés aujourd'hui. Et ce nombre limité de projets, ils entreraient dans le champ des orientations stratégiques annuelles métropolitaines, donc qui seraient définies notamment en lien avec le pôle métropolitain et les autres ingénieries du territoire. La procédure de labellisation privilégierait les projets en cours de définition qui requièrent un accompagnement pour venir à maturité. Et l'effort d'accompagnement, ses modalités et son financement seraient adaptés et renforcés. Sur tous ces sujets et sur ces orientations proposées après les instances de bilan, nous souhaitons un temps partenarial pour définir la nouvelle mise en œuvre du dispositif avec tous les techniciens et les partenaires qui ont contribué depuis l'origine à cette aventure, qui sont notamment membres du comité technique des partenaires, puisqu'on avait déjà eu l'avis des experts lors de la séance du cercle de qualité. Et nous proposons de les réunir dès cet automne afin d'esquisser de nouvelles orientations opérationnelles pour le dispositif, puis de les présenter lors d'une prochaine assemblée générale de l'association. Voilà pour cette présentation. Merci beaucoup. On a une présentation synthétique de 2 engagements forts de l'association, et c'est vrai que je remercie déjà Jean-Louis pour le travail qu'il a réalisé, parce que c'est lui qui pilotait le cercle de qualité, et on voit que il s'y est impliqué très lourdement. Ah, d'accord. Non, mais il ne faut pas suivre toutes les idées d'Édouard non plus. Non, mais bon, il y a une mission officielle aujourd'hui, mais Jean-Louis s'est impliqué, j'allais dire, plus que quelque part la mission qui était la sienne dans le cadre de l'accompagnement de l'AMO que l'on avait. Et je voulais le remercier, et même si on a une procédure qui va s'enclencher, parce que la mission s'arrête fin octobre, je crois, et donc on enclenche avec une mise en concurrence sur un AMO, parce que je pense que Euralance doit garder aussi cet accompagnement. On veut une structure souple, légère, réactive dans notre quotidien, mais on veut aussi avoir des spécialistes qui nous amènent à rechercher l'excellence dans nos projets, et ça faisait partie de l'engagement et de l'accompagnement de la Fabrique de la Ville qui pilotait Jean-Louis, qui nous accompagnait sur le cercle de qualité. Je vais peut-être proposer à Jérôme de nous rejoindre ou de prendre la parole, parce qu'il a piloté, il a participé à l'ensemble des cercles de qualité, donc il pourra nous en donner là aussi un autre aperçu. Et puis par anticipation, on lui proposera, si vous en êtes d'accord, comme premier vice-président de l'association, de piloter cette évolution telle que Élodie l'a évoquée, parce qu'on a pas mal de perspectives à partager, et il faut les mener à bien et surtout les enclencher dans leur opérationnalité. Vas-y, Jérôme. Merci, Sylvain. Juste quelques mots. Mais si vous le permettez, en préambule, je voudrais vous livrer une conviction profonde. La politique, c'est donner du sens et essayer de le faire partager. Merci donc à Sylvain de nous donner ce matin l'occasion de partager le sens de notre engagement commun dans Euralance. C'est le bon moment. L'année dernière, avec l'opération Odyssée, nous avons fait l'inventaire de ces 10 années et ma foi, il est plutôt impressionnant. Aujourd'hui, les élections municipales sont passées, les exécutifs sont installés. C'est donc le moment de dresser des bilans, de dessiner des perspectives et d'évaluer nos modalités d'organisation et de fonctionnement. Rappelons-nous, Euralance, il y a un peu plus de 10 ans, est né de l'esprit fécond de Daniel Percheron, qui était à l'époque président d'une région qui s'appelait encore le Nord-Pas-de-Calais. Daniel en parlerait d'ailleurs beaucoup mieux que moi. Si j'avais su qu'il était présent, je lui aurais laissé rappeler tout cela. Euralance est né au retour d'un déplacement du Conseil régional avec ses partenaires à Bilbao. Pourquoi ? Pour voir quel était l'effet de ce beau musée,
le musée Guggenheim au geste architectural très significatif sur Bilbao et sur l'Euskadi. Et nous sommes revenus de cette visite avec 3 projets, une ambition et une certitude. Les 3 projets, vous les connaissez. Bilbao s'était reconstruite sur son passé industriel, en le transcendant avec la culture. Nous, refaire nos villes, c'était essentiellement refaire l'habitat minier. Nous y sommes, avec l'engagement pour le renouveau du bassin minier, 23 000 logements qui connaîtront une transition énergétique et qui seront rénovés dans les années qui viennent. Merci Bernard Cazeneuve et Patrick Caner. Le deuxième projet, Bilbao s'était retourné vers son fleuve, qui lui donnait une unité, une identité. Nous n'avons pas de fleuve. Mais Daniel a imaginé le projet de tramway. Nous n'avons pas de tramway, mais nous avons un BHNS. Merci Laurent Duporge. Et puis le troisième projet, c'était le lien avec la métropole. Bilbao avait reconquis son port, avait donc une ouverture sur la mer et sur le monde. Nous n'avons pas de mer, et nous, l'ouverture sur le monde, c'est l'île, la métropole, son aéroport, ses ports. Était donc le projet de lien rapide entre la métropole et le bassin minier, entre l'île Flandre et le terri de Sainte-Henriette, avec l'idée d'y faire converger nos transports en commun en site propre et pourquoi pas demain d'y accueillir une gare TGV. Entre-temps, la région Nord-Pas-de-Calais est devenue Hauts-de-France, les élections régionales sont passées. Je crois que nous sommes trop timides en la matière. Nous devrions régulièrement revendiquer auprès de l'État et de la région les moyens de reprendre cet ambitieux et beau projet. Et puis, au-delà des projets, il y avait l'ambition. L'ambition, Jean-Louis Subilo vient d'en parler, c'était d'abord aussi le développement économique. Et je voudrais saluer l'engagement d'un représentant de l'époque, de l'État à l'époque, qui était la sous-préfète de Lens, Isabelle David, qui s'est beaucoup engagée. Et nous avons aujourd'hui un développement économique commun, nous avons des clusters, nous avons la chance à Liévin d'avoir le cluster sport, santé, bien-être, Vive Vallée Campus, ça c'est une dynamique Euralens. L'ambition, c'était aussi le cercle de qualité. Moi, j'ai eu dans mes activités professionnelles et en tant qu'élu l'occasion de suivre un certain nombre de réunions du cercle de qualité. Merci Jean-Louis, ça a toujours été un grand moment de voir des experts reconnus nationalement, internationalement se pencher sur notre territoire, sur nos projets, sur nos constructions, sur nos aménagements. C'est quand même formidable. Et tout ça, c'est grâce à Jean-Louis Subilo. Nous avons la chance de l'avoir sur notre territoire. Et puis le cercle de qualité, vous en avez vu les différents projets. Gilles Hussette a su parfaitement mener l'équipe au fil des années en faisant progressivement évoluer le dispositif. 3 projets, une ambition et enfin une certitude. La certitude, c'est que finalement, quand on analyse bien les choses, le musée Guggenheim, malgré sa renommée, n'est pour rien dans le renouveau de la ville et du territoire. Non. Ce qui fait le renouveau de Bilbao et du Pays basque espagnol, c'est la volonté farouche de tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, toute la société civile, de tourner une page. Pour eux, la page du terrorisme et d'en écrire une nouvelle, celle d'un développement partagé. Le musée n'est rien, mais finalement il est tout, parce que c'en est le symbole, c'en est le totem. C'est autour de lui que l'ensemble des forces vives du territoire se sont réunies. Alors, aujourd'hui, on pourrait dire, en rappelant cette volonté du passé, que Rallens a formidablement réussi. Et donc, sa mission étant remplie, elle n'a plus de raison d'être. Eh bien non, car elle a un autre succès à son actif, c'est qu'elle a porté sur les fonds baptismaux le pôle métropolitain de l'Artois. Et si aujourd'hui Euralens a une vocation nouvelle, c'est bien celle d'accompagner le pôle métropolitain de l'Artois. Car en dehors de quelques personnes ici,
de nous. Qui sait ce qu'est le pôle métropolitain de l'Artois? Si nous voulons y associer l'ensemble des forces vives du territoire, eh bien nous avons l'outil idéal, c'est Euralance. Ma conclusion, si vous me permettez cette formule de l'ancien régime, Euralance est morte, vive Euralance. Merci Jérôme. Bon, on a quand même des belles perspectives derrière, mais c'est vrai qu'il fallait rappeler aussi le contexte parce qu'on voit bien le chemin parcouru. Et là encore, c'est une ambition et une volonté qui a été au-delà peut-être des a priori pour un territoire. On l'a vu aussi dans l'appropriation de la population. C'est peut-être un des enjeux qu'il faut poursuivre pour le nouvel Euralance. Pour les 10 ans à venir, on a aujourd'hui à tracer quelque part les perspectives pour les 10 années à venir et donner ce chemin, tracer ce chemin pour que, si on le partage, on puisse apporter aussi des réponses du quotidien, comme l'évoquait Jean-Louis, dans les questions qui se posent aujourd'hui à nos populations, aux habitants de ce territoire, dans les perspectives d'avenir. Et c'est peut-être un des sujets majeurs, le fil conducteur que l'on devra avoir sur l'évolution du label, l'évolution du cercle de qualité, sur leur traduction dans le quotidien pour la population. Puisque vraiment aussi le label soit mieux approprié par les élus de la façon opérationnelle. Et là, on a toutes et tous du chemin à parcourir ensemble. Et peut-être mettre encore un peu plus d'ambition dans l'expertise des projets. Comme le disait Jean-Louis tout à l'heure, on a des experts de qualité mondiale qui se sont penchés sur notre territoire, qui nous ont permis de retirer peut-être encore un peu plus d'excellence dans certains projets, peut-être nous ont permis d'attirer d'autres projets. Et c'est un peu ça qu'il faut reposer sur le nouveau fonctionnement tel qu'on s'est engagé, en tout cas à reposer des bases. Le travail qui a été réalisé par Jean-Louis, par les équipes d'Euralance, Jérôme vient de le brosser, mais c'est vraiment dans cette perspective-là que l'on veut faire évoluer notre quotidien. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Est-ce que vous êtes en phase sur cet engagement, sur cette évolution, sur cette volonté, sur la mission qu'on va confier, donc, si vous êtes d'accord, à Jérôme, pour piloter ce nouveau label, ce nouveau cercle de qualité, sur cette perspective que l'on peut partager, parce que là, l'année a été particulière, mais on doit vite reposer les bases sur le fonctionnement de notre structure. Jean-Louis, tu avais un complément à apporter? Vas-y. Un petit complément. Je crois qu'il y a une chose très importante que tu as dite à la fin, qui est nos actions ne sont pas assez connues. Enfin, quand je dis nos actions, vous voyez, je me mets au milieu de nous tous, parce que c'est un collectif qui est ici présent, à la fois Euralance, PMA, communauté d'agglo et ville. Et donc, je pense qu'il y a un gros effort de communication. Par exemple, sur le label, je pense que le label n'est pas assez connu. C'est ce que quand on a fait le Parlement intempestif du label, Euralance, ça apparaissait beaucoup. Et les experts ont dit un petit peu la même chose. Donc ça, il y a un effort à faire dans ce domaine. Nous, on a proposé, par exemple, de faire une journée annuelle du label, que ce soit vraiment approprié davantage. Et pour ça, je pense qu'il faut qu'il y ait un accompagnement plus fort et que cet accompagnement il soit mutualisé. Je pense que Euralance n'aura pas des moyens incommensurables. Il faut qu'il les mutualise. Il faut que les experts du cercle de qualité puissent intervenir pour accompagner les projets. Il faut que les experts qui viennent dans les forums, puisque les thèmes seraient reliés, interviennent, mais qu'il y ait une mutualisation aussi des moyens qui existent sur le territoire. Ça, c'est très important. Et peut-être un cofinancement par vous. Ce n'est pas des sommes considérables. C'est souvent des sommes très modestes, mais je pense que ça approfondirait donc ça, cofinancement, mutualisation, meilleure communication. Et puis, il y a la question de l'expertise et l'expertise citoyenne. Ça, je pense que c'est peut-être un moyen, parfois, de confronter ces experts à des panels d'acteurs de la société civile, d'associations, pour avoir des débats de fond sur le territoire. Et ça permettrait, je pense, à toute l'action qui est menée d'être mieux perçue, de percoler jusqu'aux habitants et de tenir compte de leurs réactions. Voilà, on a tout le chemin qui est tracé. Tu as raison, ces moments, ce n'est pas des montants importants, mais l'effet levier est conséquent par rapport à ce que ça peut donner comme impact sur notre territoire. Est-ce que vous avez des propositions, des évolutions? Oui, Jean-François. Attends, on va te donner un micro. Je ne sais pas s'il y en a un qui circule dans la salle. Oui, madame. Bonjour, Jean-François de Risotti. Moi, je voulais rebondir sur deux choses. Le travail d'Euralance, jusqu'à là, est superbe. J'ai eu l'occasion de le présenter avec Norbert Crozier et puis Emmanuel à mon club d'entreprise. Les gens étaient
très surpris de tout ce qui a été fait et de tout ce qui est fait actuellement, et très positivement. Donc ça, c'est une chose remarquable. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le terreau. Il fallait préparer le terrain. On ne peut pas cultiver, on ne peut pas bâtir sur un terrain en friche. Et je pense que le travail est très bien fait aujourd'hui, très important, et il sera durable. Par contre, maintenant, il va falloir construire les murs porteurs. On n'a peut-être pas encore aujourd'hui suffisamment intégré les entreprises. Elles ont un rôle à jouer, parce qu'elles ont besoin d'intégrer, de comprendre effectivement le fonctionnement, tout ce que peut leur apporter en termes d'aide, mais aussi en termes d'image et aussi en termes pour leur personnel également, pour une motivation, pour sentir qu'effectivement il y a quelque chose d'important qui se passe. Et la région, on sent bien qu'aujourd'hui ça remonte un petit peu de tous les côtés, on sent bien que ça bouge, que l'image aujourd'hui est en train d'évoluer, que la perception est positive, et ça c'est déjà très important. Maintenant, je pense qu'on peut passer un coup d'accélérateur, on peut effectivement démultiplier, aller plus loin avec Euralance. Ce qui me gêne maintenant, c'est de parler d'Euralance, parce qu'effectivement, pôle métropolitain, oui, si on veut gagner aujourd'hui, c'est au niveau des trois communautés urbaines, communautés d'agglo, Euralance, ça me gêne un petit peu, entre guillemets. Que ce soit un outil, oui, mais pas un étendard. Si on veut que les gens de Béthune ou les gens des nains, entre guillemets, se rallient pleinement à nous, je pense que ça va être difficile si c'est Euralance. Alors c'est le mot Euralance, bien sûr. Alors, je suis de Lens, bon, ça me plaît beaucoup. Mais chacun, aujourd'hui, surtout avec l'arrivée de l'Airbus des batteries, ça va aussi changer la donne. Je pense qu'il y a un nouvel accélérateur qui arrive. C'est le moment de rassembler les trois communautés d'agglo pour faire en sorte qu'effectivement on développe, parce que ça va impacter l'ensemble de la région. À nous de le prendre et surtout pas laisser à Lille ou à d'autres métropoles la chance effectivement de récupérer ce qui va arriver avec l'Airbus des batteries. Alors, les trois agglos sont déjà membres de Rallance. Hein. Oui, je sais. Mais c'est de comment on arrive à le percevoir et surtout qu'est-ce qu'on veut faire de Rallance. Et ton intervention me permet d'enchaîner quasiment sur le sujet suivant, parce qu'on va parler du forum. Et Rallance avait été identifié de par sa structure un peu particulière, parce que même si le monde de l'entreprise n'est pas encore très présent, il est déjà bien présent dans Euralance, et c'est un travail de longue haleine, parce que c'est d'abord une crédibilité au projet qu'on voulait partager, et puis quelque part une reconnaissance de l'ambition qu'on pouvait avoir de porter une attractivité différente sur nos territoires. Et quand je dis nos territoires, c'est les trois agglomérations, parce que administrativement, il y a trois agglomérations, mais aujourd'hui, l'agglo de Lens-Liévin est partenaire de l'agglo de Béthune-Bruay sur la plantation de l'Airbus de la batterie que tu évoques tout à l'heure avec le CISIAF. Donc les frontières tombent, mais administrativement, elles existent encore. Mais aujourd'hui, on voit très bien que sur des projets qui dépassent notre territoire, on est en train de s'organiser. Et Euralance a cette souplesse d'organisation où on n'est pas dans le pôle métropolitain qui ne regroupe que des institutions, on est vraiment dans une structure plus adaptée au quotidien de notre population. C'est pour ça qu'on a à la fois le monde de l'enseignement, qu'on a les entreprises, qu'on a les activités un peu plus politiques du territoire qui sont présentes, mais qui gardent cette souplesse, et aussi un monde associatif qui est présent dans Euralance. Quand je dis ça me permet de faire le lien avec les troisièmes, je remercie Jean-Louis et Jérôme, je les invite à rejoindre leur place, et surtout inviter sur scène également Olivier Gacker, Christophe Pilch et puis Alain Bavet, le président du PMA. Pour le troisième point, parce que Euralance, c'est le label, c'est le cercle de qualité, mais c'est aussi le forum. Et à l'époque, au mois de novembre, on s'était quitté en disant comment on refait nos outils, et surtout, que devient le forum demain, et qu'est-ce qu'on veut en faire. Et vous savez que le forum a été à la source de beaucoup de sujets, beaucoup de projets qui ont été portés sur notre territoire. Et ce qu'on avait porté justement, c'est pour ça que je dis ça me permet de faire le lien sur ton intervention, c'est quel modèle de développement nous souhaitons poursuivre ensemble. Et si on le faisait en vase clos de nos collectivités, on se perdait d'une ressource forte. Et donc on a voulu aller un peu plus loin, et donc à la fois gagner avec la souplesse de fonctionnement de Rallance, et qu'après chaque collectivité puisse se servir comme dans une boîte à outils de ce qu'elle veut faire, de ce qu'elle veut porter. Et donc permettre aux agglos du pôle métropolitain et au pôle métropolitain de se nourrir de cette réflexion dans leur projet de territoire, dans leur fonctionnement quotidien, mais qui soit vraiment en phase avec le monde économique, le monde associatif et les habitants de ce territoire. Et donc on a demandé à Philippe Carpentier, que j'ai vu tout à l'heure, qui est là-bas, voilà, de prendre le relais. Donc il va nous expliquer tout ce qui a été réalisé depuis le mois de novembre pour là aussi nous poser la réflexion sur le troisième temps fort, le troisième outil de Rallance dans le quotidien, mais qui, s'il est partagé, nous permet de poser ces bases-là. Merci, Président. Je propose à Gilles et à Lucie de nous rejoindre pour qu'on vous explique ce qui s'est passé en quelques mois, et on va essayer de le faire de façon courte et interactive. Ensuite, il y aura des intervenants importants du territoire qui ont accepté aussi de se prêter au jeu d'intervention courte. Gilles, avec cette super transition de Jean-François, pour rappeler l'enjeu, en 3 chiffres,
comment tu pourrais nous démontrer l'importance de ce territoire? 3 chiffres. 150 et 644. Non, 3, c'est mon premier chiffre. Mais c'est pour décrire le périmètre sur lequel on travaille. Donc c'est 3 agglos, 150 maires qui composent ces agglomérations et 644 000 habitants. Et donc ça représente 11% de la région Hauts-de-France. Donc c'est la 7e agglomération de France par son poids de population. Ouais, ça veut dire qu'on est plus grand que beaucoup d'autres départements français. Et dans ce contexte très particulier, comment est-ce que vous y êtes pris pour lancer ce forum? D'abord, un mot sur les forums Euralance. L'esprit des forums, c'est de réunir les forces vives qui composent ce territoire, essayer de dialoguer entre les différents acteurs sur les constats qu'on peut partager ou pas, les forces qu'on ressent dans un thème ou dans un autre, et d'essayer de nourrir les collectivités et les élus d'une vision qui soit ancrée, qui soit aussi portée par des chefs d'entreprise, des gens engagés dans la formation, des jeunes, des gens qui sont engagés dans la culture sur le territoire ou auprès des habitants. Voilà, c'est partager des constats ensemble pour derrière porter des projets ensemble. Et donc, dans ce contexte un peu particulier de 2020, le forum du coup ne démarre qu'aujourd'hui. On attendait impatiemment l'installation de l'exécutif dans les agglos et à l'échelle métropolitaine. Et donc, dans un premier temps, donc depuis le mois de novembre dernier, on s'est attaché à aller chercher 3 choses. Identifier s'il y avait une communauté d'acteurs autour de ce sujet du développement de ce territoire. Faire un état des lieux avec eux, un premier état des lieux des forces et des défis qu'il y a ici en matière de développement. Et puis commencer à recenser des idées, des projets qui incarnent ce sujet. Et donc, dans ce thème spécifique, puisqu'on a travaillé avec cette méthode sur la transition énergétique, sur la culture et le tourisme, sur les écoquartiers, là c'est un sujet un peu plus vaste. Quel modèle de développement? On est sur une méta-question presque. Et donc, on a été voir beaucoup de monde, des entreprises, des acteurs culturels, des assos, des habitants. Et donc, l'idée, c'est de les écouter d'abord et de créer du lien, de un peu créer une colle organisationnelle aussi entre les gens. C'est ça aussi ce que fabrique le Forum Euralance. On a vu beaucoup d'acteurs économiques, plus que dans nos précédents forums. Et ils ont aussi, eux, à leur niveau, une connaissance fine des enjeux, des opportunités à saisir. Et donc, ils nous apprennent aussi beaucoup sur ces questions. Mais cette approche, donc, vous voyez, elle se fait par les ressentis, par l'expérience locale. Et elle doit être absolument complétée d'une approche un peu plus objectivée, un peu plus quantitative. Et donc ça, c'est une coopération qu'on a toujours dans nos forums avec l'agence d'urbanisme de l'Artois, où là, on est dans un bon tempo, puisqu'il y a un travail très important mené par l'agence au titre des SCOT. Et donc, ça nous permet, nous, de nous articuler avec ce travail d'observation plus fin et d'aller chercher, nous, la communauté d'acteurs qui permet de mettre en dialogue le ressenti et aussi l'analyse plus précise des données. Et enfin, donc, pour faire ce travail, je passe la parole à... On a donc donné une mission à Lucie, qui nous a beaucoup aidé, et donc je lui passe la parole pour qu'elle nous décrive plus en détail ces 3 livrables qu'on a essayé d'aller chercher depuis ces dernières semaines. Donc Lucie, les acteurs déjà, que vous êtes allés voir, est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Alors nous avons rencontré une 60aine d'acteurs dans des formats différents, donc des ateliers collectifs, des réunions de clubs et des entretiens qualitatifs. Et nous les avons interrogés sur leur vision du territoire et de ses enjeux. Ce qui m'a frappée, c'est l'écoute et la qualité de l'accueil, mais aussi leur conviction à vouloir contribuer au développement de notre territoire, et ce qu'il s'agisse de clubs d'entreprises, comme par exemple nous avons rencontré le réseau Entreprendre Artois et le cercle des femmes chefs d'entreprise d'initiative Goël, mais qu'il s'agisse aussi d'individus, donc des dirigeants d'entreprises, d'associations, des professionnels de l'aménagement, de l'urbanisme et des maires de petites communes du territoire, mais aussi d'experts extérieurs qui confirment avec force des atouts à exploiter et qui enrichissent notre approche par des expériences réussies et transposables chez nous. Alors, quand on écoute toute cette communauté d'acteurs qui a des voix très différentes, toi qui a mené cette mission-là, quelles sont les forces et les défis que tu as pu observer avec Gilles et avec l'équipe Euralance? La première force, c'est que ces acteurs ont indéniablement en commun le fait qu'ils croient en leur territoire et en sa capacité à se renouveler pour se développer.
En ce qui concerne les défis, ce qui revient le plus souvent, c'est par exemple l'idée de jouer sur notre attractivité, mais en s'appuyant sur les spécificités de notre histoire, de nos valeurs, de notre potentiel et de nos atouts naturels. Sur ce sujet, la chaîne des parcs a été souvent citée, ce qui est une force. Il y a également le fait de repenser et d'exploiter l'aménagement et la mobilité, mais sous le prisme de la transition écologique. J'ai pu remarquer que cette notion est présente et largement partagée, ce qui constitue également une force pour ce territoire. Dans tous les cas, ce qui m'a frappée chez toutes et tous, c'est l'implication et l'énergie naturelle pour imaginer des solutions dans leur secteur, mais en travaillant davantage en connexion avec d'autres secteurs et également avec l'extérieur du territoire. Ce tableau des forces et des défis est bien évidemment non exhaustif et il n'est pas achevé non plus, puisque ce travail reste à poursuivre tout au long de notre forum et avec tous les acteurs qui restent à impliquer dans notre réflexion. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire part de vos idées ou de vos projets qui pourraient concerner le territoire sur cette question. Donc là, on a un peu l'impression que plus qu'un diagnostic, c'est une dynamique qui se met en place, qui n'est pas finie, qui est en train de se construire, qui s'enrichit, comme ça avait été évoqué bien avant, depuis le début de Relance. Et communauté d'acteurs, des forces, des défis. On a parlé de projets aussi. Et c'est souvent ce qu'il y a de plus difficile à arriver à la phase projet. Est-ce que dans ces rencontres, on a parlé également de projets ? Oui, très vite, la discussion bascule sur des projets concrets, donc de grands projets structurants, mais également des pistes innovantes, pragmatiques, en général qui concernent les enjeux actuels. Par exemple, un projet de cabotage fluvial pour le transport de personnes sur le canal d'Air. Donc, cette zone pourrait être couverte par des trajets en péniche à destination de salariés. Benjamin Gosselet a également un projet autour du digital. Alors, Benjamin, il est là, donc peut-être pour être plus interactif, est-ce que tu pourrais, ce projet, nous en dire deux mots, l'idée que tu avais ce projet du digital. Tu peux nous rejoindre. Merci. Tout d'abord, merci d'être venu à notre rencontre. Ça fait toujours plaisir de se dire que quand il y a des élans qui sont mis en place, on vient interroger les entreprises du territoire et voir un petit peu ce qu'elles font chez elles. Et donc, ouais, moi, je suis sur le territoire depuis un petit bout parce que je suis arrivé pour mes études à Lens, à l'IG2I. On a été accompagné ensuite par la DITEC. J'ai fait ma remise des diplômes, c'était ici par Gervais Martel, qui nous avait remis ça il y a 14 ans maintenant. Donc ça date un petit peu. Et puis depuis, on a créé une agence qui s'appelle Adexos et qui est présente sur Béthune et qui compte une trentaine de collaborateurs. Notre métier, c'est de concevoir des sites internet e-commerce pour essentiellement des grands comptes et des belles PME. Voilà. Et nous, notre difficulté, c'est, comme je l'exprimais la dernière fois, c'est de pouvoir embaucher des jeunes sur le territoire. Parce qu'on fait face à une concurrence assez accrue qui est Euratechnologie sur l'île. Et donc, même si on a des belles formations sur le territoire, pour ne compter que l'école que j'ai pu faire, l'IG2I, il y a des IUT, il y a des masters. Il y a même avec le club tactique dont je fais partie, on a aidé à la conception d'une licence sur les commerciaux en informatique à Baudimont, à Arras. Donc voilà, il y a les formations qui sont là. Cependant, pour faire venir les jeunes et pouvoir accompagner notre croissance, la société se porte plutôt bien et puis on est plutôt en embauche continue. On a de réelles difficultés à ça et pour tout vous dire, on a même dû ouvrir un bureau à Lille, à Euratechnologie, nous aussi, pour pouvoir attirer des jeunes là-bas et continuer à faire croître notre entreprise. Donc ça, c'est vraiment pénible pour nous de se dire, voilà, on est sur Béthune et on a un peu de mal à faire venir nos jeunes, les formations sont là, pour autant elles partent toutes. Moi, à l'IG2I, dans ma promo, on devait être 50 et je crois qu'on n'est plus que 5 à être dans le Pas-de-Calais. Voilà, tous les autres sont partis. C'est un petit peu dommage. Et si je suis venu ici, c'est parce qu'il y avait des avantages non négligeables, notamment pour mes parents. J'étais pris dans plusieurs écoles, sur Lens, mais aussi sur l'île. Mais je suis venu sur Lens parce qu'à l'époque, et je crois que c'est toujours le cas, à l'IG2I, c'était une école d'ingénieur public. Mes parents n'avaient pas les moyens. Donc j'ai pu venir à l'IG2I et c'est ça que j'ai choisi. Et à côté de ça, pour autant, nous, on a un beau métier. On accompagne, comme je l'ai dit, des grands comptes.
et des belles PME, mais pas grand monde sur le territoire. On accompagne beaucoup des boîtes qui sont sur l'île, des boîtes qui sont sur Paris. On travaille pour Chronopost, pour Kiloutou, pour Fildar, pour Decathlon. L'ensemble de ces sites-là, c'est chez nous, donc c'est des belles rêves, j'en suis fier. Et pour autant, dans le coin, on n'accompagne pas grand monde. Et c'est un petit peu triste, parce que quand on ouvre les portes des belles PME qui sont dans le coin, elles ont pris un retard considérable sur tous les projets informatiques. Et elles s'en rendent compte maintenant, en fait, tout simplement, parce que le Covid est tombé. Il n'y a plus de canaux de distribution sur le web pour eux, ça n'existe pas, ce n'était pas une de leurs priorités. Et du coup, elles ont pris un peu plus dans les dents que les boîtes qu'on peut accompagner nous, qui ont fait un carton. Le Covid, ça a été du bonheur pour tous ceux qui étaient, en tout cas, sur les sites internet. On a des sites qui ont fait x10 en termes de chiffre d'affaires par rapport à des périodes classiques. Donc voilà, elles étaient équipées, elles ont passé le Covid, elles ont eu moins de difficultés. Même si Et du coup, le projet, c'est comment on accompagne ces deux choses-là. C'est le retard que nos boîtes du coin, elles ont pu prendre, et puis tous ces jeunes qui quittent le territoire. Donc moi, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de se dire que les formations sont là, les boîtes, elles ont un besoin, ou tout au moins, elles ne l'avaient pas encore, elles l'ont maintenant. C'est comment faire en sorte que tous les jeunes qui sont des écoles, on puisse les relier à ces entreprises. Faire en sorte que des projets qui peuvent être confiés à des boîtes qui font partie du groupe, un groupement tel que Tactique, qui couvre l'ensemble du territoire, notamment au niveau de l'informatique, on puisse se dire qu'une boîte de territoire passe une prestation à un prestataire qui soit sur le territoire. En contrepartie, le prestataire, il se force à prendre un étudiant qui a besoin d'une alternance dans ses locaux, le fait participer au projet pour le client, lui apprend en fait tout ce qu'il a besoin de savoir sur le projet en question, et qu'à la fin, la boîte qui a passé commande en fait puisse recruter cet étudiant ou cette personne pour justement compléter son service informatique et faire en sorte que on puisse continuer à faire croître ce service au sein de la structure. Comme ça, on la digitalise et on trouve du boulot pour nos étudiants qui sont sur le territoire. Merci Benjamin, c'est un projet concret qui part d'une réalité de ton entreprise et qui montre comment on peut, en partant d'une quelque chose de concret, développer un projet de territoire qui dépasse largement à ce moment-là l'entreprise Adexos pour intéresser toutes les entreprises du numérique et leurs clients. Merci donc pour ton témoignage et pour ton implication. Voilà un exemple de projet, peut-être quelques autres. Pour donner un autre exemple de projet, je pense au projet de Léa Baudin qui nous a parlé de la création d'un circuit d'économie circulaire autour du verre et également de la création d'une bourse aux matériaux sur le territoire. Alors, Léa, qui est là aussi, je te propose rapidement, non pas de nous présenter ce projet, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail de tous les projets, il y en a beaucoup qui sont sortis. C'est toi qui dirige le Trotel de Béthune, qui a une vie qui est quand même très fridente. Comment tu trouves et pourquoi tu t'impliques autant dans des projets de territoire pour ce territoire ? Où trouves-tu cette énergie ? En fait, pour moi, c'est facile parce qu'il y a vraiment deux choses qui me donnent la pêche quand je me lève le matin de m'investir dans des projets pour mon entreprise et pour mon territoire. La première, c'est que dans mon métier, je suis hôtelière, donc je suis amenée à rencontrer énormément de gens qui viennent de toute la France. Et très souvent, il y a des gens qui me disent on nous accueille bien ici. Et quand ils disent on nous accueille bien ici, je sais bien qu'ils ne parlent pas seulement de on vous accueille bien au Tour Hôtel, ils parlent de nous. Les gens du Nord, comme on dit dans le reste de la France. D'ailleurs, on ne fait pas trop de distinguo, mais voilà, je sais qu'on a cette qualité d'accueil énorme sur le territoire. C'est les gens aussi qui font la force du territoire, et ça me donne vraiment la pêche pour me lever le matin. Moi, dans mon petit cœur d'hôtelière, quand un client me dit ça le matin, je suis aux anges, quoi. Donc c'est super. Et puis il y a une deuxième chose qui me donne envie de me lever le matin, c'est mon projet global pour mon entreprise. C'est de faire l'hôtel comme à la maison. Donc, comment on fait l'hôtel comme à la maison ? Déjà, je me suis dit, en fait, un hôtel, c'est une grande maison. OK, il y a 43 chambres, donc c'est vraiment une très, très grande maison. Mais on peut faire exactement la même chose dans une grande maison que dans une petite maison. Et je pourrais faire la même chose que je fais chez moi. Donc, c'est assez facile parce que cet hôtel, c'est un petit peu ma maison. C'est mes parents qui l'ont construit en 1990 quand j'avais 3 ans. Et je l'ai repris il y a 3 ans et demi. Donc, voilà, ça facilite un petit peu l'opération. Mais comme à la maison, j'ai un compost à l'hôtel. Comme à la maison, je fais attention à la façon dont on gère les déchets. Je fais attention à la façon dont on gère l'énergie. Comme à la maison, j'ai envie qu'il se passe des choses. J'ai envie de recevoir du monde. J'ai envie de ne pas être juste un hôtel, mais d'être un lieu où il se passe des choses. Et tout ça, je pense que c'est surtout ça l'hôtellerie indépendante aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, je pense que les clients cherchent ça dans l'hôtellerie indépendante. Je ne rivaliserai jamais avec des hôtels de chaîne.
où les gens ont d'autres attentes. Et je pense que le territoire a besoin aussi de ce maillage très fort entre de l'hôtellerie de chaîne qui va apporter des choses et puis de l'hôtellerie indépendante qui va apporter un petit supplément d'âme aussi, comme on peut faire au Tour Hôtel. Voilà. Alors, merci beaucoup Léa, parce que là on voit plein de choses, on voit l'énergie, on voit la fameuse colle organisationnelle dont nous parlait tout à l'heure Gilles, on voit aussi comment toutes ces connexions entre les acteurs, entre des idées d'un entrepreneur et des grands projets comme la turbine de l'éco-transition, c'est des choses qui se connectent et qui a des logiques entre les différentes échelles. Alors, Il y en a eu beaucoup d'autres. Tu veux nous en citer quelques autres, Lucie, quelques autres projets pour qu'on se rende compte de tout ce qu'on capte et tout ce qui est la matière à développement? Je vais vous parler juste d'un dernier projet donc de Pierre-Alain Bétrémieux, qui est le directeur de Nœud Environnement et qui nous a parlé de l'idée de la création d'un parc alimentaire démonstrateur de l'alimentation locale et durable sur la fosse 1 de Nœud-les-Mines. Voilà, ce sont quelques exemples de projets parmi plusieurs autres. Ok, donc on a parlé de communauté d'acteurs, on identifie des forces, des défis à réaliser, des projets, on est dedans. Gilles, en quelques mots, la suite maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? L'idée des forums, c'est toujours d'avancer et sur la stratégie et sur les projets. C'est un processus itératif. Et il faudra maintenant qu'on aille chercher plus de projets, peut-être plus de public. Il y a des gens qu'on n'a pas encore contactés et qu'il faudra qu'ils nous rejoignent. Donc les formats vont être très différents. En fait, là, l'idée, c'est peut-être de continuer les ateliers et les entretiens, mais de pouvoir amorcer plus un travail en groupe sur des projets, inviter des experts. Pourquoi pas aller à l'extérieur, visiter des territoires inspirants. Voilà, on a toute une palette d'idées qu'on construit avec vous. Mais l'idée, c'est donc de le mettre au service aussi d'une vision. Et donc là, c'est ce que je disais, le lien avec l'agence Jobadis, mais aussi, tu l'as cité, la turbine de l'éco-transition. Il y a une vision stratégique qui va être portée ou qui peut être alimentée par le pôle métropolitain. Elle peut s'appuyer du coup sur un forum d'acteurs, sur un réseau de forces vives qui est prêt à y aller, quoi. Et là, on voit une logique entre tout ce qui nous a été présenté tout à l'heure et l'avenir, et comment tout ça est en train de se construire entre différentes échelles, micro-entreprises et logiques différentes. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de sortir un petit peu de cette expérience qu'on a vécue et qu'on vous a fait vivre en quelques minutes pour aller chercher des regards d'acteurs majeurs du territoire et compléter encore, et toujours dans la logique. Voilà, Arnaud, je te propose... Pardon, le micro. Arnaud, je pense que tu connais un peu les lieux. Il y a Daniel qui voulait juste, je pense, Oui. intervenir avant cette première partie, la fin de cette première partie pour... Voilà, Daniel, on va te donner un micro. Tu l'as déjà peut-être? Non? Il m'a un peu inquiété. Je lui dis fraternellement, Euralance est né, bien sûr, cela a été rappelé, les circonstances ont été précisées, le sens a été réaffirmé. Mais bien entendu, autour d'une centralité, car la mosaïque de petites, moyennes et parfois grandes villes du bassin minier, dominées par la médiocrité des houillères nationales et des charbonnages indifférents à l'avenir, a fait en sorte qu'une centralité n'a pas été possible pour prendre en charge l'avenir du bassin minier à réinventer. Autrement dit, cette nébuleuse urbaine conçue par et pour le charbon, lorsque le charbon est parti, a été à réinventer. Et ça a été le travail des élus, des chefs d'entreprise, de la société civile, travail unique en France. Première chose. Par rapport à Lille et à l'intuition de Pierre Mauroy, Euralille, qui a fait de Lille une métropole, avec Jean-Louis Subilo notamment, nous avons pensé qu'Euralance ferait du bassin minier un territoire à vocation métropolitaine. Et quand Jean-François dit « Oui, Euralance, c'est bien, mais ce n'est pas un étendard », si vous abandonnez cette notion de fédération, de rapport de force, d'une centralité conquérante qui demande sa place dans le paysage, d'abord du Nord-Pas-de-Calais, puis après de la région improbable des Hauts-de-France, vous vous trompez. Ce n'est pas un président Picard qui va se passionner pour Euralance. Il va regarder le bassin minier comme un astronome regarde le ciel et découvre un trou noir
n'est-ce pas? Il y sera intéressé, il ne sera pas forcément motivé. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est la centralité. Deuxième aspect, avec ce qu'on vient de voir, la vérité, les projets qui viennent, qui sourdent du terrain, la mise en mouvement des uns, des autres, des communes, des entreprises, eh bien tout ça est nécessaire, tout ça peut se conjuguer si sur 2-3 grands axes nous nous mettons d'accord. Parce que les maires sont les maires. Parce que les élus sont les élus. Ce n'est pas un hasard s'il n'y a pas de communauté urbaine dans le bassin minier. Ils ont toujours hésité devant les rapports de force intra-urbains. Oui. Parce que le pôle métropolitain sera éventuellement le pôle métropolitain. Donc, il faut 2 ou 3 grands thèmes. Je vous en propose 2 tout de suite qui permettent à chacun de s'exprimer, à chacun de conjuguer l'avenir et de conjuguer Euralance à la faveur de son territoire et de sa vérité. Les milliards attendent. L'archipel noir des corons peut devenir l'archipel vert. La transition énergétique, la transition écologique, là où le logement social à 600 mètres carrés de jardin, oui, c'est l'enjeu qui concerne tout le territoire. Donc, il faut bouger, surtout que désormais, le patrimoine minier que les houillères laissaient pourrir sur place est en partie le nôtre et celui de la Caisse des dépôts. Et la Caisse des dépôts, c'est le fonds souverain le plus riche de France et l'un des plus riches d'Europe. L'argent est là. Donc Euralance doit organiser avec, bien entendu, Jean-Louis, avec le cercle de qualité, avec les élus, avec les entreprises, la transition écologique, l'archipel vert. Et croyez-moi, dans un arrondissement où il y a 45% des jeunes au chômage, ça a vraiment une petite urgence d'actualité. Et deuxièmement, c'est la mobilité. Mais entamer des grèves de la faim, là, je veux bien, moi je suis un peu vieux pour commencer, je compte sur vous, comme tout élu qui se respecte, bien entendu. Mais comment dire? Mais dites tout de suite le RER, la mobilité entre la métropole lilloise et nous qui voulons être une métropole de complément, modeste, complémentaire, non ambitieuse, mais très précieuse, oui, eh bien faisons ce fameux RER, cette mobilité qui mettra le bassin minier à 10-15 minutes du centre de l'île. Métropolisons non plus 1 200 000 habitants, mais 2 millions d'habitants. Vous avez vu les élections à la communauté urbaine de l'île. Là, vous avez affaire à l'immobilisme et à la médiocrité et à l'indifférence. Bougez! Ce n'est pas l'île qui va bouger pour vous. Euralance, faisons-le. Mon roi a bougé pour Arolil. Il a demandé l'avis de personne, il l'a fait, il a gagné. Eh bien, bougeons. Bougeons, demandons au président de région qui dit oui, mais je veux le faire jusqu'à Amiens et je veux le faire peut-être jusqu'en Picardie. À l'égard du Nord, vous verrez que la gare de la Picardie, c'est la gare du Nord. Qu'un train, un TER de Picardie démarre toutes les 5 secondes et toutes les 5 minutes, plus précisément, de la gare du Nord. Donc, ce n'est pas son problème, c'est le nôtre. Donc, il faut bouger. Hein. Et troisièmement, du point de vue social, ici, compte tenu des revenus des habitants, compte tenu des revenus des communes, regardez bien, demandons à un territoire d'expérimentation. Vous avez peut-être loupé cette affirmation discrète des médias, ça ne les intéresse pas. Mais les territoires zéro chômage viennent d'être reconduits. Le président était Louis Gallois. L'excellence de l'État à travers Louis Gallois. Ben, demandons que sur les futurs revenus universels, hein, ou toutes ces idées qui aujourd'hui deviennent petit à petit à la mode, l'arrondissement de Lens ou des communes ou des secteurs d'Euralance soient candidats pour que les jeunes aient un minimum d'espoir et de volonté de participer à notre aventure. Voilà. Donc, bien sûr, tous les projets, le territoire, bien sûr, tous les acteurs, mais surtout, je le dis à Jean-François, ne sacrifiez pas la centralité. Hein. Le Racing joue en première division, hein, d'accord? Il jouera en Ligue des Champions. Euralance doit jouer en Ligue des Champions des territoires. C'est ça, la vérité. Merci pour cette conviction, cette énergie, cette vision et cette transition pour Arnaud, puisque le territoire ne serait pas ce qu'il était sans le RC Lens. C'est sportif, c'est économique, c'est sociétal. Le directeur général du RC Lens, comment il s'implique dans cette dynamique et comment va-t-il apporter un supplément d'âme encore? Bon, vous voyez que nos conseils d'administration sont animés avec Daniel et qu'on fixe des objectifs très hauts pour le territoire et pour le Racing. Écoutez, déjà, on est ravis de voir les élus, les présidents à Bollaert. C'est toujours sympa, c'est un bon moment.
Et mais comment on s'implique? Nous, on essaye de rayonner à travers le Racing sur l'ensemble du territoire national déjà, Daniel. Après, on parlera de l'Europe quand... voilà, donc c'est de porter les valeurs du territoire à travers toute la France. C'est aussi de favoriser l'ensemble des acteurs locaux chaque fois qu'on le peut dans nos interventions. Et puis voilà, on sait qu'on sort certainement comme le territoire d'une période qui était un peu compliquée et on essaye de redorer le blason du Racing et du territoire. J'ai un petit rêve secret, on en a parlé avec Daniel, on en a parlé avec certains élus, c'est il faut qu'on continue, et le BHNS est une bonne nouvelle là-dessus, à amener des jeunes sur Bollaert, parce que moi je suis issu de ça, c'est-à-dire des jeunes qui venaient à Bollaert et qui reviennent après à travers leur boulot. Quand j'ai entendu que le territoire il fallait qu'il reste attractif, je pense à travers le président de la société qui voulait digitaliser, c'était très bien. Nous, il y a des petits signes au Racing. Quand vous voyez Gaël Kakuta qui est ravi de revenir et qui fait pression pour revenir dans son club formateur alors qu'il aurait pu jouer ailleurs et que c'est un joueur qui est quand même d'un top niveau. Quand l'an dernier Gaëtan Rebaillet est revenu, il y a plein de signes comme ça qui sont très positifs pour le territoire. Et je pense qu'il faut, sur la jeunesse, apporter cette dynamique et à travers l'ensemble des actions. Et nous, on sera moteur là-dessus, ramener la jeunesse à Bollaert. Voilà, moi, c'est le petit rêve que je voudrais pour le territoire et pour les générations futures. Et puis, on essaiera de faire en sorte que la qualité des matchs soit au niveau pour leur donner envie de venir à Bollaert, qui sait, au Louvre, et sur tout ce qui est en train d'être créé, qui est très positif pour le territoire. Et de la ressource pour l'attractivité du territoire. Merci Arnaud. Marc, tu as beaucoup œuvré sur, si tu veux nous rejoindre, sur les relations entre l'école et les entreprises au niveau déjà d'un arrondissement et là à l'ère métropolitaine. Qu'est-ce que couvre cette aire métropolitaine comme perspective? Alors, Marc Tellier, je suis le proviseur du lycée Henri Senet à Hénin-Beaumont et nous avons créé le comité Grand Lance, donc qui rapproche, qui se veut un club d'entreprise, un club qui mêle chef d'entreprise et chef d'établissement scolaire. L'idée étant de mettre les établissements à disposition des entreprises au bénéfice des jeunes du territoire, bien entendu. Donc pour faire très court, pour ceux qui ne connaissent pas, on a mis en œuvre 4 actions. Un, c'est un catalogue et un site internet qui recense les établissements et les formations que nous proposons. 2, un numéro vert dans la liaison école-entreprise pour faciliter ces relations qui sont parfois un petit peu complexes. 3, le calendrier de l'ensemble des stages, de l'ensemble des formations de tous les lycées du territoire. Donc c'est 14 lycées qui mettent en commun leur calendrier de stage pour que nous puissions gagner en lisibilité là-dessus. Et puis enfin, des séminaires d'échange 2 fois par an sur des thématiques qu'on aime à penser que ce sont des thématiques communes, comme les savoir-être des jeunes, comme comment aider une entreprise à recruter, ce genre de choses. Et là, pour le coup, la rectrice est très intéressée, puisqu'elle est venue sur 4 séminaires, elle est venue 2 fois nous accompagner, Philippe Lamblin également. Bon, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne. Et donc là, l'idée, sous la douce pression, on va dire, du MEDEF, c'est d'étendre cette action-là à un territoire un petit peu plus grand, qui est l'Artois, et qui correspond chez nous à notre organisme de formation continue, éducation nationale, le GRETA, dont le siège est arrivé sur le territoire également. Et donc, nous avons maintenant exactement la même action, mais à l'échelle de Larajoie, Béthune et Lens. Ok, donc une excellence dans les relations école-entreprise qu'on a constatée, qui est en train de se développer, de se mutualiser, et qui nous sera bien utile au moment d'attirer le projet d'Airbus de l'industrie. Merci Marc Forta, concision pour le rythme. André Dulion, tu es entrepreneur, NetEase, mais tu es aussi le président de Culture Commune avec ce même rythme-là, percutant, rapide. Comment se positionnent les acteurs de la culture dans ce projet de développement de territoire? Mais effectivement, je viens de la société civile et je suis le nouveau président de Culture Commune depuis quelques mois maintenant. J'ai succédé à Alain Bavet, que je salue aujourd'hui, qui a été très longtemps président de cette scène nationale. Moi, j'ai l'intime conviction que l'essor d'un territoire ne va pas se passer seulement par le monde économique.
dont je fais partie, mais aussi par un modèle de développement harmonieux où l'ensemble des acteurs de ce territoire participent à cet essor. Effectivement, aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe autour de nous, on parlait tout à l'heure d'une implantation économique importante avec cette usine de batterie, mais on voit aussi à côté de ça une usine qui ferme sur le territoire de Béthune. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on doit subir ces évolutions ? Non, il ne faut pas les subir. On doit participer, le monde culturel doit participer à transformer la donne. Et la culture doit jouer un rôle très important pour accompagner ces mutations et ces transitions du territoire. Super, des projets ? Oui, alors des projets... rapidement, mais pour donner les perspectives. Je ne vais pas aller dans les détails, mais ouais. Effectivement, Culture Commune a eu 30 ans cette année. Les circonstances ont fait que ça n'a pas pu être fêté. Donc Culture Commune se mettra l'année prochaine sur son 31. Des projets, il y en a beaucoup qui sont derrière nous. Euralance Odyssée 2019 a été une magnifique expérience. Et elle nous a montré d'ailleurs que c'est ensemble que nous allons réaliser des choses importantes. Ensemble dans les acteurs de la culture, mais aussi dans les acteurs du monde du tourisme, du monde de l'économie, de l'enseignement, de la santé, etc. Et ça, c'est très important. Effectivement, des projets, il y en a beaucoup qui arrivent. Je pense que le temps qui nous est accordé aujourd'hui ne nous permettra pas forcément de tous les développer. Voilà. Ouais. Mais oui, il y a vraiment beaucoup de choses. Et effectivement, on se félicite de cette ferveur, de cette envie de l'ensemble des acteurs d'aller de l'avant. Merci André. Ensemble, tu es aussi mécène du Louvre-Lens. Luc Pirala, un musée exceptionnel dans un territoire exceptionnel. Oui, un territoire exceptionnel et un musée exceptionnel. Et c'est vrai que je salue évidemment l'apport de tous ceux qui sont ici dans cette formidable réalisation qui est le projet du Louvre-Lens, qui visait effectivement à prendre en compte cette spécificité du territoire, à mettre tout le monde ensemble pour que effectivement le meilleur des collections nationales puisse se développer, puisse accéder et transformer quelque part avec vous tous ce territoire qui nous est si cher. Effectivement, l'enjeu de mon intervention est de dire à quel point Euralance a été important dans cette prise en compte de tous les points de vue et de tous les aspects de ce territoire, évidemment les élus, mais aussi le monde économique, mais aussi tous les partenaires associatifs ou autres qui font avancer au jour le jour le territoire et qui font que l'action du Louvre-Lens est celle qu'elle est aujourd'hui. Je reviendrai quand même un petit peu sur la question de on n'a pas beaucoup dit, mais quand même la question du Covid et la crise sanitaire va impacter véritablement les modèles qui sont les nôtres. Je pense qu'il faut quand même qu'on se le dise. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a fait la période a été dure pour nous. On a pris des décisions quand même très importantes, comme déprogrammer une exposition. Alors pour vous, c'est peut-être rien, mais à l'échelle d'un musée, c'est quand même énorme. Ce qui fait que Soleil Noir, finalement, est le phare un petit peu dans cette période difficile et permet de rayonner et d'attirer à des niveaux qui sont d'ailleurs incroyables pour nous. En ce moment qui sont si particuliers. Et c'est vrai qu'il va quand même falloir se demander avec vous tous la question de Euralance. On est à un moment où les modèles seront à réinventer, où finalement les économies globales vont sans doute être affectées. Et effectivement, dans l'avenir qui est le nôtre et qu'on veut tous se donner à l'échelle du pôle métropolitain de l'Artois, il va falloir quand même prendre en considération toutes ces choses. Alors restons mobilisés, tous et toutes. On aime tous ce territoire. Enfin, j'espère que vous aimez tous aussi le musée. Et on a quand même en ligne de mire 2022. On parlait de communication. Je pense que les 10 ans de l'ouverture du Louvre-Lens vont être un grand moment aussi pour se mobiliser, pour pouvoir montrer à quel point le territoire a changé, ne serait-ce aussi dans sa cartographie et son ampleur territoriale et humaine. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je veux juste dire un petit mot un peu perso, parce que comme Sylvain l'a dit, là, donc moi je m'en vais dans quelques temps, et quand même saluer effectivement à quel point Euralance, personnellement, professionnellement, a permis aussi de transformer les gens qui travaillent au Louvre-Lens sont vraiment investis plus que d'autres dans ce qu'on a à donner pour ce territoire-là. Et je voudrais les remercier, et remercier les élus aussi, de nous avoir fait confiance et de transformer le petit conservateur territorial que j'ai pu être en quelqu'un qui est capable de faire rayonner la culture française à l'étranger, ce qui sera mon rôle dans les mois à venir. Et je vous remercie tous de m'avoir permis de le faire. Voilà. Merci Luc, et on retient aussi bien ce message
d'intégrer les difficultés actuelles dans le futur business model. Alors, Jean-Marc Devise, vous êtes le président de la CCI. On ne peut pas parler de développement d'un territoire sans évoquer tous les projets que mène la CCI, mais au-delà de tous les projets que vous menez, je sais qu'il y en a un qui vous tient particulièrement à cœur, que vous avez détecté un atout fort pour le territoire, qui doit être développé. On vous écoute. Écoutez, tout simplement, je vais rebondir quand même à la fin sur ça. Remercier Édouard, que j'ai remplacé à la tête de la CCI de l'Artois, du travail qu'il a fait dès la création de Rallens. Et on va essayer de trouver un remplaçant digne du travail qu'il a fait et qui pourra tout aussi le porter. Je reviens effectivement, et je vais aller vite parce que je pense que l'heure tourne et que ce n'est pas le but. Donc je ne vais pas faire un exercice de ce que fait les chambres de commerce, mais sachez qu'elles font beaucoup de choses sur vos territoires et n'hésitez pas à les consulter, principalement les présidents de collectivités. Et je retiens, moi, quelque chose de l'intervention du président Percheron. C'est quand même 45% de jeunes au chômage sur le territoire. Et dans mes tripes, c'est ça qui me fait le plus mal. Donc je suis tout à fait d'accord pour la centralité, les problématiques de mobilité, les problématiques de revenus universels, tout ça, effectivement, ce sont tous des dossiers qu'il faut continuer. Mais je pense qu'effectivement, l'épanouissement d'un territoire, c'est d'abord et avant tout donner du travail, et à travers le travail, une formation préalablement, on en a parlé, et ensuite des débouchés et du travail. Et il y a un fil conducteur qui me va bien, donc on devait passer une carte à un moment donné, parce qu'effectivement, on parle souvent de fils traversant les territoires avec les autoroutes en termes de mobilité, mais il y a un fil conducteur dans le territoire que vous voyez peut-être pas, qui est bleu, et qui est effectivement le canal d'Air, qui débouche, si vous allez à l'autre bout de la carte, sur le Grand Canal, et là vous jouez même plus en Ligue nationale, mais vous jouez en Ligue européenne, parce que c'est un projet européen à travers le Grand Canal de plusieurs milliards qui va exister, et de l'autre côté, vous avez un débouché effectivement sur le monde, puisque vous arrivez à un port national qui est le port de Dunkerque. Donc, et qu'effectivement, je voudrais qu'à travers cette ligne bleue, on puisse développer un projet collectif sur l'ensemble des collectivités, de telle manière à pouvoir bénéficier de ce grand canal, et effectivement, derrière ça, du développement économique que la voie d'eau, donc on est aussi dans le développement écologique, que la voie d'eau peut proposer. Et à ce titre-là, vous avez quand même déjà des équipements majeurs, c'est Dourges, c'est Delta 3, et derrière Delta 3, vous avez Euralogistique, qui est un pôle régional qui permet effectivement le développement de plateformes et qui pourrait éventuellement développer aussi des zones d'activité. Et tout au long de ce canal, vous avez le CISIAF. Et je rappelle que le CISIAF a l'un des plus beaux quais inutilisés de la région, et le port de Béthune, dans lequel on vient, en tant que chef de file et concessionnaire du port, d'investir 15 millions pour un trafic d'une société emblématique qui n'est pas dans votre collectivité, qui est Entreprise Roquette, pour lequel tout son flux container passe. Donc, effectivement, vous avez des atouts extraordinaires et ça traverse les 3 territoires. Donc là, il n'y a pas de centralité, puisque globalement, la centralité, elle est effectivement dans le développement économique à travers une agence, j'en sais rien, mais sur ce type de projet, je pense que jouer collectif serait la meilleure solution à apporter pour bénéficier des retombées européennes. Là, c'est même plus la Ligue 1. Merci pour votre message, Voilà. et on sait qu'on pourra compter aussi sur votre force de lobbying tout au long de et de persuasion, j'espère, et de persuasion. travail. Mais on trouvera quelqu'un de la hauteur d'Édouard pour porter le projet consulaire. Effectivement, je m'en porte garant. Merci. Alors, Président, avec quelques minutes de retard, je vous rends la parole en disant je crois qu'on a vu qu'il y a une communauté d'acteurs impliqués, qu'il y a des projets prêts à démarrer, qu'il y a une vision qui se dessine. Des ressources précieuses au moment où vous vous apprêtez à lancer le développement de ce territoire et à vous engager pour les prochaines années. Oui, puis là, l'important, je pense, c'est d'écouter aussi les partenaires des autres collectivités, parce que savoir comment ils souhaitent, eux, tirer profit de cette dynamique d'acteurs, de ce forum, de cette évolution de Rallens. Et donc, je vais laisser rapidement la parole à Christophe Pilch, Olivier Gacker et Alain Bavet pour nous faire un peu leur retour et leur ressenti sur comment ils envisagent la suite aussi, comment s'approprier peut-être certains sujets. Oui, je vais être très bref. C'est vrai que c'est toujours intéressant pour un élu de se retrouver comme aujourd'hui avec des acteurs du monde économique, des acteurs du monde culturel, et puis avec l'ensemble des forces vives du territoire. Quand on est élu local, c'est intéressant de pouvoir prendre un peu de hauteur et de réfléchir sur des périmètres qui sont au-delà de celles que l'on gère, qui est souvent la commune. Et on s'aperçoit qu'on est tous d'accord sur les constats. Les thématiques que l'on peut aborder à une échelle plus grande, on les connaît. On a parlé des transports, on a parlé du développement économique, on a parlé de la culture.
on a parlé de l'habitat. Toutes ces thématiques, elles sont connues et on s'aperçoit que les politiques, quand on les mène à une échelle plus importante, elles sont souvent plus pertinentes, elles sont souvent plus cohérentes et elles sont surtout plus efficaces. Donc aujourd'hui, si on partage les constats, on a les outils qui vont nous permettre de travailler et il faut travailler rapidement à faire en sorte que ces politiques, maintenant, elles aboutissent sur du concret. Et c'est ça qu'attend notre population. Bien sûr que le premier exemple cité aujourd'hui, qui voit de façon opérationnelle une réussite sur le terrain, c'est l'archipel vert. Aujourd'hui, il est décliné. La chaîne des parcs, elle existe, elle est gérée, elle se développe. Et on voit qu'il y avait une attente de nos habitants sur ce domaine. Et on voit à quel point aujourd'hui ce sujet les intéresse. Mais allons plus loin. Il faut bien sûr, et moi je n'ai de cesse de le réclamer tous les ans, qu'on fasse ce lien qui nous relie à la métropole, le REGL, Réseau Express Grand Lille. Il faut bien sûr le réclamer et l'obtenir. Et puis d'autres domaines sur lesquels on pourrait effectivement expérimenter des politiques à une échelle plus grande. Donc on doit absolument aujourd'hui travailler ensemble. Le Rallens permet ces échanges qui sont intéressants. Le pôle métropolitain, avec son président aujourd'hui, doit être un outil qui nous permette très vite de travailler à l'échelle des 3 agglomérations sur toutes ces politiques qui vont demain complètement modifier la physionomie de notre territoire. Bien, merci. Merci pour cette matinée, merci pour cet accueil. C'est en tant que tout nouveau président de la Cabalère et de ses 100 communes que je vais prendre la parole pour vous dire que finalement, on vient de vivre des périodes assez bouleversantes pour nous. La Covid-19, plus récemment Bridgestone, s'il fallait vraiment nous faire comprendre que le monde d'avant était mort, on l'a vraiment bien compris. Et je pense que ce qui nous attend à nous, surtout, aujourd'hui, c'est un exercice difficile qui s'appelle la conduite du changement. Ici, à Lens, on sait comment ça marche. À chaque fin de saison, on fait les bilans et on prépare le championnat d'après. Il y a le mercato, il y a la formation, il y a les budgets, et puis il y a le contexte dans lequel va se dérouler le championnat. Bien évidemment, ce championnat évolue parce que les clubs évoluent, et c'est bien dans cela qu'on doit nous travailler. Un monde qui change et qui évolue en permanence. Ce monde, il est devenu connectif, à la fois connecté et collaboratif. Mais surtout, ce monde, il évolue de par ses acteurs. D'abord les habitants. Ils ont changé rapidement leur mode de consommation, leur mode de vie, bien évidemment. La relation avec le temps. Avant, on avait le temps. Aujourd'hui, on n'a pas le temps d'attendre. Société zapping. Mais aussi, on vit l'instant présent. On se concentre plus sur seulement demain. C'est aussi peut-être là un avantage. Et puis, il y a une remise en cause de la propriété privée. On parle d'usage, de fonction. Et ça nous bouleverse parce que le monde donc, qui nous a vu grandir, pour lequel on avait des repères, nous, ça vole aussi un peu en éclats. Et c'est dans ce contexte-là que finalement, on doit aussi faire face à une évolution de l'économie. Parce qu'on parle du social, on parle d'économie, l'économie et le social. On nous a vendu, moi j'ai connu la guerre froide, on parlait de l'économie dirigiste. Bon, le mur de Berlin est tombé, on nous a expliqué que ce n'était pas la bonne solution. Personnellement, je le crois aussi. Mais on a vendu quoi à la place? L'ultralibéralisme, la mondialisation, l'ultra-financiarisation, la perte du pouvoir politique. Et là aussi, on a compris avec Bridgestone que c'est la fin de ce monde-là. Et donc, qu'est-ce qui nous reste à proposer? Finalement, c'est un modèle autre qu'un modèle mondialisé. Et qui incarne la mondialisation sur notre territoire? Ce sont les grandes métropoles. Elles ont des dynamiques d'emploi. Elles sont tournées vers l'extérieur. Est-ce que c'est notre raison à nous d'exister? Non. Et c'est en cela qu'on a une forme de fracture territoriale qui s'est installée, avec finalement des habitants et des acteurs économiques qui ne sont plus du tout les mêmes aujourd'hui. Et ce qu'on vit plutôt d'ailleurs dans notre territoire à nous, c'est une fuite peut-être des cerveaux et des jeunes, parce qu'on sait quand ils sont formés mobiles, ils s'en vont, donc on a perdu l'attractivité. Et on a à la place importé finalement une forme de déclassement des classes moyennes, devenues parfois même des classes populaires plus. C'est le problème de toutes les sociétés occidentales, mais particulièrement de nos territoires à nous. Et ça a créé une forme d'insécurité sociale. Ajoutons à cela une forme d'insécurité identitaire, et là, vous avez les ingrédients du populisme. C'est là, dans ce contexte-là, qu'on doit aujourd'hui, nous, intervenir. Comment donner une autre forme d'espoir, c'est ce qu'a dit un peu Daniel Percheron, notamment à des jeunes, qui n'ont pas les mêmes repères que nous, pas la même culture politique non plus, et qui, en fait, cherchent à retrouver un élan. Il nous faut pour cela une stratégie. La stratégie, me semble-t-il, elle est tournée autour de l'attractivité, du rayonnement, et surtout de 2 axes forts. C'est l'emploi, et ça a été rappelé par le président de la Chambre de commerce, et le cadre de vie.
Sur ces deux aspects-là, je pense qu'on a des choses à dire, on a déjà démontré des choses et on a des expertises. Il faut qu'on l'organise malgré tout, cette stratégie. Pour ça, il faut une boîte à outils. Et c'est là où il faut qu'on soit, à mon avis, on a parlé tout à l'heure de mutualisation très rationnelle et très efficace. Je pense qu'on a une superposition d'ingénierie sur le territoire. Moi, personnellement, je pense qu'on a trop d'outils. Alors, on dit qu'il faut qu'ils se parlent entre eux. Ils le font, ils essayent. Je pense qu'il faut surtout rationaliser les outils. Et donc, moi, je vois d'abord d'un côté ce qui est la boîte à outils, ce qui va produire. Et surtout, il y a le forum des idées. Parce qu'à côté de la boîte à outils, il faut la boîte à idées. Et c'est surtout en cela qu'il faut avoir cette vision disruptive, me semble-t-il. Et ce qu'a été capable de faire ce comité Grand Lille à une époque, ce n'est pas simplement de créer des réseaux d'acteurs, mais c'est aussi de se lancer des défis. Quand on a dit on va faire les JO à Lille, on n'a pas dit qu'on avait 100 projets identifiés dans le territoire qui changeaient l'image du territoire. Il y avait ces 100 projets, mais il y avait surtout une idée fédératrice. Et c'est là où je dis qu'aujourd'hui, il nous manque peut-être ce grand coup de folie, cette grande idée qui pourrait peut-être jaillir de ce forum et qui nous permettrait d'être identifiés comme finalement un territoire un peu avec un pas de côté, avec une vision complètement disruptive par rapport à ces grands modèles métropolitains. Et donc, je pense qu'il faut rationaliser sur la forme, et sur le fond, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Si je dis qu'on a une boîte à outils, je pense qu'il manque très franchement pour nous une agence de développement économique. C'est fondamental. On a aujourd'hui à travailler cette marque de territoire, on a travaillé aujourd'hui des outils pour accueillir les entreprises, mais pour les aider aussi, avec les services consulaires, avec tous les partenaires, à se digitaliser. Parce qu'on sait très bien qu'une entreprise aujourd'hui qui n'est pas adaptée, c'est une entreprise aussi qui meurt. Et on a besoin d'accompagner l'entreprise sur le territoire à se transformer également. Sur le fond, qu'est-ce qu'on attend, nous, l'agglomération en tant que telle, un accompagnement et surtout d'être bousculé et agité dans les idées, notamment sur la mise en tourisme du territoire qui n'est pas, à mon avis, assez prononcée. C'est tout le développement de l'économie résidentielle. On en a déjà parlé 1000 fois et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Il y a toute cette notion de l'industrie. Un tiers des emplois sur le territoire de la Cabalère est lié à l'industrie. Est-ce que le modèle de demain de l'industrie, c'est celui des grandes multinationales? Je vais vous dire non. On sait très bien maintenant que le modèle du commerce dans nos communes à nous, ce n'est plus le modèle des grands Zara, H&M. Ils s'en vont. Ils vont dans les zones ou ils vont sur le web. Les grandes entreprises demain de production industrielle seront peut-être aussi, avec une phase de mutation, des grands producteurs en impression 3D, des assembleurs et des gens qui feront des produits avec une empreinte carbone réduite. C'est aussi vers cela qu'il faut qu'on aille, qu'on imagine peut-être ces concepts-là. Donc moi, j'ai besoin qu'on puisse être accompagné là-dessus, réfléchir à ces coups de folie et chercher peut-être des modèles de demain. Sur la tertiarisation de notre territoire, on n'est pas assez fort. Sur la mobilité, ça a été rappelé, je vais même dire le désenclavement de nos territoires. J'insiste là-dessus. Et puis, bien sûr, l'accès aux soins et les nouvelles formes de solidarité. On a parlé tout à l'heure de revenus de base, revenus universels. Territoire zéro chômeur de longue durée, c'est pareil. C'est comment on peut laisser une place à chacun dans notre société et une forme de dignité. Enfin, sur les aménagements, je crois qu'il faut qu'on se concentre sur les espaces publics. La vie, elle ne commence pas dans les maisons, dans les boutiques ou dans les usines. Elle commence dans l'espace public, là où les gens se rencontrent. En cela, les opérations intégrées sont importantes de rénovation des cités minières, me semble-t-il. Et donc, je pense que là-dessus, il faut qu'on y aille. Là, on a peut-être un point de divergence. C'est sur la centralité. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas des grands et des petits. Et puis, il y a des gens qui concentrent toute la valeur ajoutée et le reste. Je crois qu'il y a surtout une mise en réseau à faire de nos communes. Et bien évidemment, moi, quand on me dit Lille, s'il faut venir passer par Lens pour aller à Béthune en venant de Lille, ça ne m'arrange pas du tout. Et ça ne va pas arranger mes acteurs économiques. Et je crois que le travail qu'on a à faire aujourd'hui, ce n'est pas simplement se tourner vers Eurola, Lens, mais se tourner vers tout notre territoire et de voir comment on met en réseau finalement nos communes, qui ont toutes une existence et une histoire. Je rappelle aussi que chez moi, sur mon territoire, je le dis égoïstement, on n'a pas que des mineurs ou des miniers. On a aussi des ruraux. On a des gens qui ont une autre histoire. Et je crois que ça se respecte. Et peut-être qu'effectivement, l'eau est le sujet de demain. Après la chaîne des parcs, on peut peut-être penser aussi à la chaîne des lacs. Et il y a certainement à développer tout le tourisme fluvial et pédestre, et aussi toute la partie fret. Je suis convaincu qu'en tout cas, on a un axe et qu'on a, ce que évoquait Jérôme tout à l'heure, un lien identitaire autour de l'eau. Voilà sur quoi nous, on voudra s'attacher. On sera bien évidemment là dans la proximité et l'envie d'avancer avec ce forum, mais certainement avec l'idée de lui donner un petit coup de folie supplémentaire, en remerciant celles et ceux qui ont eu l'idée, l'envie et l'animation de cette structure, parce que si elle peut encore progresser, en tout cas, tout ce qu'elle a fait, on peut l'admirer, et parce que ceux qui critiquent ont souvent la part belle, mais en tout cas, il faut souligner tout ce qui a déjà été fait, et ça a été précurseur. Alors, à nous maintenant de récupérer l'héritage et d'aller un peu plus loin.
Je me mettrai donc humblement et modestement à la disposition de l'équipe. Oui, alors ça va pas être un événement. Ça va pas être un élément important de la discussion aujourd'hui parce qu'on a encore beaucoup de sujets, mais c'est vrai que ça permet de poser les débats aussi pour plusieurs forums à venir. On a Alain qui a pris sa fonction il y a 2 heures. On va lui demander ses premières réactions quelque part, mais en même temps, c'est aussi à chaud qu'on peut réagir de cette façon-là et surtout sur quelque part l'enjeu pour le pôle métropolitain. Vas-y, Alain. Oui, merci Sylvain. Effectivement, je suis président du pôle métropolitain depuis 2 heures, mais j'ai quand même quelques années de vie politique à mon compteur. Et il est vrai qu'aujourd'hui, je porte un œil quand même un peu différent par rapport à ce que je pouvais faire il y a encore quelques jours. Moi, je commencerai surtout, justement, moi qui ai quand même près de 40 ans de vie politique sur le bassin minier, par porter un œil admiratif sur le chemin qui a été parcouru. J'ai connu une époque où Liévin et Lens se regardaient en chien de faïence. Bruay et Hénin-Beaumont étaient surtout des territoires tellement éloignés qu'il ne fallait pas en parler. Et aujourd'hui, nous sommes tous là à admettre que nous partageons un bassin de vie, un bassin économique, un bassin de citoyens, et que nos enjeux, notre histoire, mais aussi notre avenir sont intimement liés. Il ne faut surtout pas se séparer de cette idée-là. Donc effectivement, politiquement, quelle avancée, sociétalement, quelle avancée également. Aujourd'hui, se retrouver dans une salle avec le monde de la culture, le monde de l'économie, avec le monde de l'enseignement, pour tous dire que nous partageons un projet, une volonté commune pour ce territoire, je crois qu'il y a de cela une quinzaine d'années, ça aurait fait partie de l'utopie. Aujourd'hui, nous y sommes. Alors, une fois qu'on a dit ça, on est loin d'avoir tout gagné. Parce que, comme le citait tout à l'heure le trésorier de Rallens, Daniel Percheron avait dit il y a des territoires métropolitains qui écrivent leur histoire. Effectivement, on est complètement là-dedans. On écrit notre histoire, et on écrit notre histoire justement avec tous ces atouts que nous avons su développer les uns après les autres. Alors certes, le pôle métropolitain en est un. Il a besoin d'être le bras armé d'une volonté forte des élus du territoire, mais il a aussi besoin d'être la caisse de résonance de tous ces élus, de ces 140 maires qu'on a cités tout à l'heure, qui sont sur le territoire et qui font la vie au quotidien de notre terrain de jeu. Mais en même temps, nous avons un besoin absolu, vital même, dirais-je, de pouvoir être en capacité de développer du projet commun qui nous donnera une véritable existence, et je pense que ça a été largement souligné au cours de la matinée, d'une véritable image dans une région qui aujourd'hui est gargantuesque, mais aussi face à une métropole européenne de Lille qui pourrait nous regarder avec un certain dédain séparément. Donc voilà, aujourd'hui, la base est là, les fondations existent. Nous sommes loin d'être au niveau zéro. Je pense que collectivement, au vu de toutes les énergies que j'ai entendues aujourd'hui, au vu de toutes les volontés de nous faire progresser, parce qu'on a beaucoup parlé du modèle économique. Je pense aussi, ça a été abordé par André Dulion, je pense que le modèle sociétal que nous pouvons développer, parce que nous, n'hésitons pas à le dire, on n'est pas comme les autres. On est sur un territoire spécifique, qui a une histoire spécifique, qui a un développement spécifique, et ce n'est pas en cherchant l'uniformité avec les autres que nous le ferons avancer. Donc revendiquons cette spécificité, développons un modèle sociétal, un modèle social, un modèle écologique. Nous avons un certain nombre d'atouts à développer, et je pense que justement, demain, collectivement, nous pourrons réussir cette œuvre. Merci beaucoup Alain. Alors je sais que la pendule avance vite, mais voilà, le but c'est aussi de vous faire réagir si vous avez des propositions, des compléments, parce que c'est aussi ça la richesse des échanges. On l'a vu dans la présentation, dans les projets, dans ce qu'on peut porter pour l'avenir, c'est aussi de le partager pour aller plus loin et l'organiser de façon concrète. Donc voilà, si vous aviez des contributions à apporter, c'est le moment.
Non. Ça. Tout à fait. On était allé déjà au comité Grand Lille là-dessus, et derrière, on peut réenclencher maintenant parce que ça fait partie aussi des projets qu'il faut porter dans la réflexion à l'échelle régionale avec les élections qui arrivent. C'est le moment. C'est le moment de poser sur cette réflexion sur la mobilité. On le voit encore tous les matins. Il y a des accidents sur la 1 qui rallongent le temps de parcours. Ça devient impensable et impossible d'aller à Lille de cette façon-là. Donc voilà, il faut aussi repenser notre territoire autrement, ça en fait partie. Et je pense que là, le plan de relance, notamment avec la partie verte du plan de relance, peut nous amener à avoir un vrai enjeu de territoire. Tout comme le gouvernement a souhaité développer les lignes régionales maintenant dans cette nouvelle axe de développement territorial, quelque part. Il faut aller chercher là aussi les axes du plan de relance. Mais voilà, c'est un projet qu'on a déjà porté, qu'on a déjà amorcé. Se souligner aussi le travail qui avait été fait par la région, et Alain Wacheux avait porté l'enquête publique à l'époque. Donc voilà, donc tout ça fait qu'on a déjà des bases. Maintenant, il faut la concrétisation et le porter dans la réalisation. Christophe. Là, on dépasse sur l'autre sujet. Christophe, vas-y. Non, juste dire à Daniel que moi je suis désolé, mais la grève de la faim, j'y arrive pas. Bon, allez-y, ouais. On va vous donner un micro, attendez. Bonsoir à tous, bonjour à tous. Monsieur Percheron, je vous rassure, la région est au rendez-vous. Je suis conseiller régional de la majorité de Xavier Bertrand. Et la région a été au rendez-vous sous votre impulsion à l'époque pour pouvoir lancer et développer Euralance. Et elle est encore au rendez-vous des thématiques et des problématiques que vous aviez évoquées. Sur les questions de mobilité notamment, il y a eu un gros travail qui a été fait sur un meilleur cadencement du réseau de TER de nos territoires vers la métropole lilloise, sur le soutien aux lignes TGV en direction de Paris, mais on a aussi su accompagner les projets d'investissement sur le territoire, sur les questions relatives à la mobilité. Sur les questions écologiques, vous aviez impulsé REF3, nous avions continué un peu le travail qui a été amené là-dessus, et puis nous avons travaillé dans un STRADET, un schéma régional d'aménagement et de développement équilibré des territoires, qui est aussi en adéquation avec les enjeux environnementaux dont vous parliez. On parlait tout à l'heure un peu de mutation économique et de mutation sociétale qui nous attend. On a évoqué la question du revenu universel, on a évoqué la question de territoire zéro chômeur de longue durée. Sachez que la loi est en train d'être adoptée pour cette seconde phase d'expérimentation qui passera de 10 territoires à 30 territoires. Et là-dessus, la région délibérera pour pouvoir accompagner les territoires qui souhaitent s'engager dans cette démarche, aussi bien en matière d'ingénierie que de développement du projet. Mais la région, par rapport à Euralance et par rapport au territoire, a aussi besoin d'une clarification des structures, puisque c'est vrai que la multiplicité des structures dans cet archipel vert, mais archipel aussi de conurbation et urbain, on a besoin d'y voir beaucoup plus clair, et puis d'être en capacité de pouvoir fédérer les acteurs autour d'un projet politique qui soit un projet politique qui soit à la fois affirmé et puis qui soit ambitieux. Puisque vous parliez tout à l'heure d'ambition, c'est vrai que l'ambition, ça doit aussi être un des marqueurs pour ce territoire. C'est quelque chose que je voulais rajouter. Donc là-dessus, la région, vous en faites pas, elle ne regarde pas de loin, elle est motivée pour être aux côtés de Rallens, non plus en position d'impulser, comme ça a pu être votre cas à l'époque, puisque nous étions sur une région Nord-Pas-de-Calais, mais en tout cas, on sera aussi aux côtés des acteurs, et comme vous l'avez dit, c'est aux élus locaux de se battre pour pouvoir faire valoir ce territoire, et puis faire en sorte qu'il puisse trouver sa place, la place qui est la sienne, dans un monde qui change et qui évolue. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre ma casquette maire de Lens, président d'Aglo, et je remercie le relais qu'on a au niveau de la région, parce qu'on n'a pas pu avoir le vice-président au transport, parce que le cadencement des RER, des TER pour Lille est passé de 45 minutes, enfin de 30 minutes à 45 minutes pour relier Lens à Lille. Donc je comprends Olivier quand il dit qu'il ne va pas passer par Lens pour aller à Lille, mais nous, aujourd'hui, on a en moyenne 44 minutes de TER pour aller à Lille, là où on avait avant. Alors, on n'en avait pas beaucoup. On en avait le matin, 11 heures de pointe, 2 et 2 le soir. Mais c'est vrai qu'on a besoin de ce relais régional. Et quand on évoquait la gare intermédiaire, quel que soit le lieu, quel que soit de cette façon-là, il faut vraiment qu'on ait un cadencement parce que la mobilité est un vrai sujet, quelles que soient les étiquettes politiques qui nous mobilisent pour nos populations. Et le retour que l'on a à ce niveau-là pour la mobilité dans nos territoires, on a beau avoir fait un BHNS, si le BHNS n'est pas desservi avec un transport cadencé de masse, comme peut être
le RER aujourd'hui, demain, le TER aujourd'hui sur l'île, la métropole attire, la métropole d'elle-même a cette attractivité qui impose qu'on doit se déplacer vers l'île pour une série de fonctions énormes. Parler de la santé, aujourd'hui, le pôle d'excellence est sur l'île. On ne va pas parler par rapport à la crise sanitaire, mais on a besoin aussi d'avoir ce relais. Et là, quelles que soient les étiquettes, quelles que soient les élections à venir, comme disait Daniel, on a d'abord un enjeu de territoire à faire valoir. Et cet enjeu de cadencement est réel, mais cet enjeu aussi de délai de liaison. Aujourd'hui, un Lensois ne prend pas le train pour aller à Lille, parce que 45 minutes, en ayant un peu de chance, il va plus vite en voiture. Donc aujourd'hui, c'est un vrai sujet d'aménagement de territoire aussi pour notre agglomération. Est-ce qu'il y a encore d'autres... Daniel ? Ça ne sera pas la conclusion, je vais revenir sur autre chose. Bon, merci en tout cas à toutes et tous. C'est vrai qu'il faut qu'on dépasse peut-être les contraintes du contexte actuel et on a engagé déjà avec l'équipe de Rallens essayer de tirer aussi le parti de ce qu'on a vécu. Et donc, on va lancer toute une série de podcasts plutôt réguliers pour essayer de faire entendre la parole des acteurs locaux, des acteurs du territoire. C'est ça, c'est de voir un peu comment, de façon différente. Ce qui fait la force de Rallens, c'est sa diversité. On l'a vu dans les prises de parole, dans les projets qui étaient portés. Donc, de regarder comment au quotidien on peut le porter, lancer les ateliers d'acteurs également. Et puis surtout, veiller à une coordination des travaux entre chaque agglo, avec le pôle métropolitain, avec les outils. Ça a fait l'objet de plusieurs discussions, de regarder comment on peut améliorer cette fusion, cette évolution, en tout cas cette productivité pour l'attractivité de notre territoire. On se reverra d'ici la fin de l'année. Jérôme accepte la mission, je pense, bien volontiers. Merci beaucoup, Jérôme. Et puis derrière, avec les équipes de Rallens, on continue sur le forum. Merci de votre présence, merci de votre patience et à très bientôt.